Merci à tous. Quoi de meilleure opportunité que de parler de physique médicale à 100 mètres de la maison mère, si vous me permettez de parler comme ça de l'Institut du radium, puisqu'au fond tout ça, ça vient un peu des inventions de Marie Curie qui était physicienne et puis ce qui a été transmis à ses enfants. Alors, juste une petite modification que j'ai faite. Le titre, c'était « Les avancées spectaculaires en physique médicale ». J'ai rajouté aussi « en sciences de l'ingénieur ». Parce que c'est important d'élargir un peu le contexte par rapport à tout ce qu'on appelle les sciences dures, mathématiques, sciences de l'ingénieur, physique médicale, et tout ce que ça apporte, ce que ça peut apporter à l'hôpital, et à quel point il est important de décloisonner. Alors d'abord, une petite définition. Qu'est-ce que c'est que la physique médicale? Donc, la physique médicale, effectivement, c'est la contribution de la physique pour les traitements. Et historiquement, ça a déjà été mentionné, c'est souvent le transfert d'un domaine avancé en physique, qui existe depuis des décennies, etc., pour une application médicale. Je vous ai cité 4 exemples. Alors, j'allais dire, le terrain a été largement balisé par Alain, que je remercie beaucoup. Röntgen, la radiologie, ça a donné la radiologie. Pierre et Marie Curie, ça a donné, bien entendu, la radiothérapie, la curithérapie, avec un petit focus. J'ai mis un petit astérisque, parce que c'est rare qu'en général, ce soit la personne, le physicien, qui à la fois trouve le phénomène et travaille, soit également maître d'œuvre de son application. C'est entre autres, outre le prix Nobel, c'est ce qui l'a rendu célèbre, c'est qu'en plus, avec Claudius Rego, ils ont lancé les traitements. Souvent, c'est un physicien qui trouve le phénomène, ça arrive 50 ans plus tard. Irène et Frédéric, évidemment, c'est la suite de la radiothérapie. Elle a mentionné la curithérapie, mais c'est aussi la médecine nucléaire. Aujourd'hui, quand on parle de TEP, quand on parle de médecine nucléaire thérapeutique, ce sont des isotopes radioactifs non naturels. Et j'en ai rajouté une qui n'est pour le coup pas de la radiothérapie, ou presque, c'est pas la même longueur d'onde, c'est l'invention du laser. Tout le monde connaît les applications médicales du laser, notamment en ophtalmologie, etc. Et donc, si on regarde un peu cette histoire-là, c'est une découverte physique, souvent, et puis à un moment donné, il y a un transfert qui est fait pour les applications médicales. C'est rarement l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, la médecine dit « Ah ben tiens, j'aurais besoin d'inventer quelque chose ». C'est plutôt entre guillemets un transfert de technologie. Et justement, si on élargit un peu, ça associe aussi plus largement ce qu'on appelle les sciences dures, c'est-à-dire mathématiques, sciences de l'ingénieur, informatique. On en cite 2. Alain en a cité une, c'est le scanner. Le scanner, ça a été inventé par un ingénieur chez RCA en Angleterre, qui s'est dit, tiens, à propos, un scanner, c'est une sorte de radiologie, on arrive à faire une image tridimensionnelle, et donc c'était un ingénieur qui a dit, tiens, je vais utiliser des techniques de traitement d'image pour pouvoir reconstituer l'image radiologique en 3D. Et pour vous donner un autre exemple, on parlait de robots, de radiothérapie robotisée. La robotique, c'est une discipline de sciences de l'ingénieur. Alors, ça inclut de la mécanique, de l'électronique, de la vision. Et aujourd'hui, il y a des traitements, des accélérateurs. Ça a été un de mes dadas il y a très longtemps, notamment on était un peu pionnier en protothérapie sur l'utilisation de robots pour le positionnement du patient. Mais c'est exactement du transfert de technologie. Ça existait largement, par exemple, dans l'industrie. Alors, heureusement, on a la même frise avec Alain. Je l'ai juste focalisé un peu sur les innovations technologiques. Alors, on parle du gramme, je suis parti du gramme de radium de 1921 avec certains éléments qui sont les modèles de calcul de dose. Un point très important à mentionner, je reviendrai après dedans, c'est le fait qu'en radiothérapie, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les disciplines médicales. C'est une discipline où on modélise le traitement. C'est ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, pour les satellites. Vous modélisez complètement le comportement du satellite ou votre voiture, votre accélérateur de particules, et ensuite, vous fabriquez votre objet. Mais tout est entièrement simulé. Eh bien, en radiothérapie, c'est exactement ce qui se passe. À partir de l'image, on simule un patient virtuel et on simule le traitement sur un patient virtuel. Et ensuite, l'objectif du traitement, c'est de reproduire ce qui a été simulé. Ça, c'est quand même une particularité. Alors, évidemment, on a déjà mentionné le scanner. Le scanner, c'est important parce qu'on voit la cible. Pour la première fois, on voit la cible. Et ça a été une révolution. Évidemment, le scanner, quand on parle du scanner, c'est de la physique du rayonnement basse énergie, c'est du traitement d'image, c'est également de l'informatique. La radiothérapie guidée par l'image, l'optimisation inverse. Alors, si on fait la synthèse de cette frise, c'était juste pour mentionner quelques exemples, effectivement, nous partageons le même constat, c'est un flux continu d'innovation, et comme toutes les autres disciplines, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que ça a suivi la même accélération des techniques. Et d'autre part, ce qu'il faut voir, c'est que je vous ai déjà illustré, c'est qu'il y a une multiplication des domaines impliqués. Parce qu'on parle de physique, c'était centré, physique des rayonnements, mais ensuite, par exemple, l'optique, par exemple, tout ce qui est microscopie, etc., c'est de l'optique.
Ce qui, aujourd'hui, la biomécanique, par exemple, pour la chirurgie, c'est de la mécanique, c'est une autre discipline. On parle de mathématiques, on parle d'informatique, on parlera juste après de l'IRM, qui est une application de la résonance magnétique nucléaire, qui est quelque chose qui existe depuis les années 40-50 et qui est arrivé en médecine dans les années 70-80. Le premier, c'était en 70. Alors, je remercie encore une fois Alain d'avoir fait 90% du travail d'introduction. Je peux juste me focaliser sur ce truc-là. L'état de l'art en 2010 de la radiothérapie, c'est un processus qui est raffiné. C'est vraiment un processus de type production industrielle avec des étapes, des workflows, c'est extrêmement travaillé. Je pars de mon imagerie qui est une imagerie multimodale. Alors retenez l'image à gauche parce qu'on la reverra avec une autre petite partie dans quelques diapositives. Donc une imagerie qui est aujourd'hui multimodale, qui contient à la fois des informations morphologiques et puis ensuite qui peut contenir des informations métaboliques et fonctionnelles. On fusionne ces images et c'est déjà un processus qui n'est pas aussi simple que ça. Et ensuite, une fois que j'ai mon patient virtuel, en quelque sorte, voxelisé, je vais simuler le traitement. Alors il y a une partie extrêmement pénible pour les médecins qui est de définir la cible. Parce que ce n'est pas tout d'avoir l'image, il faut définir la cible. Alors on va dire dans les années 2010-2015, il commence à y avoir des outils de contourage automatique. Parce que vous imaginez que là, on voit une coupe d'un patient, mais en l'occurrence, c'est des 100, 200 coupes qui font 1 ou 2 mm d'épaisseur. Et il faut contourer, il faut dessiner toutes les cibles. C'est un travail extrêmement pénible et qui, en plus, est un peu opérateur dépendant. Alors, l'objectif, c'est d'essayer de définir des outils qui permettent d'améliorer ça. C'est encore un processus, on va dire, semi-automatique, au sens, il y a une phase automatique, mais ensuite, il y a souvent des corrections manuelles. Ensuite, une planification dosimétrique avec 2 composantes. Une composante vraiment physique qui est la modélisation, c'est-à-dire qu'il faut simuler complètement sur ordinateur. Vous avez sans doute entendu parler des méthodes Monte-Carlo qui sont utilisées pour la physique des particules ou des équations de transport. L'objectif, c'est de simuler dans ce patient virtualisé le dépôt de la dose physique. Et alors l'exemple que je donne là, c'est pour un traitement ORL, justement, et on verra que même avec tous les faisceaux, en combinant les faisceaux, en modélisant ces faisceaux, on arrive à avoir une très bonne conformation de la dose. Et ensuite, 3 étapes. Une, je ne rentrerai pas dedans, mais c'est une étape extrêmement pénible, qui est le contrôle de qualité. C'est-à-dire vérifier que ma machine fonctionne bien. C'est comme vérifier la révision de sa voiture, sauf que la révision, là, elle se fait tous les jours. Il y a des contrôles hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels. C'est des centaines d'heures par an sur chaque machine. Et vérifier également que le contrôle de qualité, c'est-à-dire ce qu'on a simulé comme traitement, va bien pouvoir être réalisé par la machine. Et ensuite, l'objectif, c'est de reproduire ce qui a été simulé. Donc, la machine en question avec son imagerie embarquée, vérifier la position du patient. Donc, l'ordre de grandeur, c'est quand même, on va dire, le millimètre. La plupart des traitements, c'est 3 à 5 mm. Les traitements de haute précision, c'est le millimètre qu'on cherche. Et encore une fois, un patient, ne pas bouger d'un millimètre, c'est quand même quelque chose de compliqué. Pendant une séance qui dure entre 10 et 30 minutes, il peut y avoir des enfants qui sont traités sous anesthésie. Voilà, ça, c'est un challenge permanent. Je rajoute la dernière dimension, qui est la dimension adaptative. C'est l'image que vous avez ici, c'est-à-dire qu'en cours de traitement, puisque c'est plusieurs semaines, vous pouvez avoir des modifications anatomiques. Par exemple, pour l'ORL, les radiochimios concomitantes, vous avez le patient qui va maigrir, vous avez votre tumeur qui va se modifier, les organes à risque, et donc il faut pouvoir s'adapter pendant le traitement. Donc au milieu, on dit « il faut refaire un plan de traitement, refaire une imagerie, refaire une planification ». Donc c'est un processus raffiné, avec beaucoup de workflow, beaucoup de contexte industriel, mais c'est quand même assez lourd. C'est-à-dire qu'un processus classique pour les techniques modernes, c'est à peu près 2 semaines. Alors j'ai mis plus ou moins 1 semaine, suivant que c'est des traitements un peu plus d'urgence ou d'autres sur lesquels on veut beaucoup plus de précision. La réirradiation, par exemple, c'est un sujet compliqué puisqu'il faut pouvoir intégrer l'irradiation précédente dans l'irradiation actuelle avec des contraintes particulières. Il faut récupérer le dossier, il faut fusionner les images, etc. Donc c'est quand même des processus compliqués. Juste pour vous donner quand même un exemple de ce qu'on arrive à faire, parce que c'est quand même toujours assez spectaculaire, l'image que vous avez en haut, c'est une irradiation crânio-spinale de méduloblastome chez l'enfant. Donc ce sont des irradiations, il faut irradier tout le névrax, c'est-à-dire tout le cerveau et tout le canal médulaire. Vous voyez un peu la forme d'irradiation, c'est à peu près c'est considérable. Il faut pouvoir irradier ça de manière homogène. Il faut pouvoir donner cette dose-là, et en général, c'est souvent chez des enfants. Et donc là, vous avez par exemple un exemple d'irradiation crâno-spinale en protonthérapie, où vous voyez qu'il y a une irradiation tout à fait homogène et une protection de tout ce qui est thorax, abdomen et même la face.
Et alors l'image d'en dessous, c'est une irradiation, donc c'est une coupe transverse, c'est une stéréotaxie, c'est des traitements de haute précision pour des métastases paravertébrales. Donc ce que vous avez comme volume en rouge, en fait, c'est le volume à irradier, c'est toute la vertèbre. Le petit rond au milieu, en fait, c'est la moelle épinière. Et si vous regardez bien, vous voyez que la conformation des doses arrive à faire le tour de la moelle épinière et irradier la vertèbre. C'est une espèce d'irradiation un peu en donut. Et donc, c'est un processus complexe, mais vous voyez qu'en termes qualitatifs, on arrive à faire aujourd'hui des choses assez extraordinaires. Et donc à pouvoir irradier une vertèbre entière tout en protégeant la moelle qui est pourtant au centre, ce qui ne se faisait pas du tout il y a 20 ou 30 ans. Ça permet de monter la dose et ça permet d'avoir un effet thérapeutique bien supérieur, curatif, alors que dans certains cas avant il ne l'était pas, grâce à ces progrès technologiques. Alors pour vous donner juste une petite photo, Alain l'a mentionné déjà, la personnalisation de traitement, j'ai juste fait un copier-coller du tableau de toutes les techniques de traitement du sein à l'Institut Curie. Et donc, vous voyez, chaque case, c'est une technique particulière en combinant blocage respiratoire, pas blocage respiratoire, position de traitement sur le côté, sur le dos, VMAT, IMRT, différents types de particules. Et ça, ce sont que les techniques, sachant qu'en plus, il y a certains traitements qui sont des traitements combinant plusieurs techniques, des traitements dits hybrides. Vous voyez qu'il y a à peu près 30 manières de traiter un sein en radiothérapie. Et ça, ce n'est que le tableau technique, des techniques, sachant qu'en plus, ça se combine avec le protocole clinique, c'est-à-dire dans le protocole clinique, en fonction de l'âge, du type histologique, etc., il va y avoir plusieurs types de techniques sur 5 séances, sur 15 séances, etc. Ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des traitements extrêmement personnalisés. Ceci, ça ne vaut que pour les traitements du sein, et vous avez à peu près le même pour toutes les autres localisations. Alors ça, c'était l'état de l'art. Le cahier des charges, c'était justement de passer assez vite sur le présent, de partir de l'état de l'art. Et puisqu'on doit discuter un peu des nouvelles révolutions, en très peu de diapos, je vous présente un peu, alors encore une fois, c'est un choix personnel de dire quels sont aujourd'hui les, comme on dit en anglais, les game changers, ce qui fait sauter un peu dans l'étape d'après. La première chose, c'est clairement l'image. Alors je reprends une image que j'ai retrouvée dans une des présentations. C'est un physicien qui disait ça, si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas viser, si vous ne pouvez pas viser, vous ne pouvez pas soigner. Et je pense que c'est un parallèle intéressant entre l'artillerie et la radiothérapie. Je vous donne 3 exemples de ce qui vient aujourd'hui, de ce qui est en cours, etc. La première chose, par exemple, c'est ce qui arrive assez récemment, c'est le scanner spectral. Donc il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits sur le scanner, qui est au fond une radiologie en 3 dimensions. Et maintenant, avec le scanner spectral, on ne se contente plus d'analyser tous les photons X qui viennent, ce n'est plus une radio ou un intègre, c'est un scanner où on compte les photons un à un et en plus en tenant compte de leur énergie. La conséquence de ça, c'est que ça permet d'avoir des images beaucoup plus précises. Si vous regardez l'image en bas à gauche, vous avez une cochlée, donc tout ce qui est oreille interne, à gauche avec un scanner classique, à droite avec un scanner spectral. Et sans rentrer dans les détails, en plus, on peut travailler sur d'autres types de produits de contraste. Le produit de contraste classique en scanner, c'est l'iode. Et donc, vous pouvez utiliser d'autres produits de contraste et donc voir apparaître d'autres sous-zones. L'idée derrière ça, c'est que l'objectif, c'est d'être plus précis, c'est-à-dire d'avoir une meilleure résolution, et ensuite d'avoir une information qui va au-delà de simplement gris, blanc, etc., d'avoir une information structurelle, métabolique, fonctionnelle. Alors, je ne voudrais surtout pas m'avancer par rapport à la superbe présentation que fera Elisabeth Moyal juste après. IRM multiparamétrique et nouveau traceur TEP. L'objectif, c'est de comprendre avec une multiplication d'imagerie. On regarde toujours la même chose, mais de manière différente. C'est un peu, si je prends un exemple, vous savez, Monet, tous les tableaux de Monet, où il prend la cathédrale de Rouen, où il prend la même image, mais à des moments différents de la journée, pour avoir notre point de vue. Ben là, c'est exactement la même chose. Là, par exemple, c'est une prostate avec plusieurs séquences IRM de diffusion. Il y aura d'autres présentations sur le crâne, enfin les traitements intracrâniens et glioblastome. Mais vous avez également, par exemple, en bas, une image concernant les nouveaux traceurs TEP. Donc là, pour le coup, c'est de la médecine nucléaire. Donc vous mettez un produit radioactif qui va se fixer, mais qui va se fixer en s'accrochant à un vecteur. Et suivant le vecteur auquel on s'accroche,
eh ben, le vecteur va aller se fixer à différents endroits, donc vous allez pouvoir mesurer un métabolisme. Et ça donne une information très importante. À droite, alors un autre exemple qui a déjà été mentionné, c'est tout ce qui est l'IRM-LINAC, c'est-à-dire qu'on a une IRM pendant le traitement. Donc non seulement ça permet d'avoir une imagerie IRM temps réel, notamment pour les tissus mous. Le défaut de la radiologie, c'est qu'en général, c'est plutôt pour de l'osseux, c'est des tissus à fort contraste. L'IRM, pour les tissus mous, c'est quand même l'imagerie de référence, ce qui permet également de pouvoir faire un adaptatif et des séquences multiparamétriques pendant le traitement. L'objectif toujours là-dedans, c'est d'avoir un suivi le plus précis possible. Et alors, une petite remarque, dans mon modeste parcours, j'ai passé 18 mois au CERN, à l'époque où il y avait les études sur le LHC. Les techniques dont on parle aujourd'hui, notamment le scanner spectral, qui est sorti dans le commerce il y a 1 an, c'était les techniques qui étaient au CERN il y a 30 ans. Donc ce qui était au CERN il y a 30 ans, le CEA sur le scanner spectral, c'était une techno qui avait au CEA Leti à Grenoble il y a exactement 25 ans. Donc vous voyez que c'est toujours l'osmose, c'est toujours ce phénomène de transfert, mais ce n'est pas un transfert qui se fait en 15 jours, c'est un transfert qui prend une maturation importante avant de devenir un vrai produit médical. Alors, nouvelle révolution, on a parlé de l'image, c'est-à-dire des images plus précises, des images qui donnent une information au-delà d'une simple image morphologique. On va aller vers les nouvelles révolutions de la distribution de la dose. Alors là, pour le coup, je vous partage un peu l'état de l'art, là, des recherches. Alors, on est en train de réfléchir aux essais cliniques. La base de la radiothérapie, comme l'a rappelé Alain, c'est une dose uniforme à un volume cible. Vous dessinez une cible et vous dites, voilà, je veux... Le radiothérapeute dit, il dessine une cible, il dit, voilà, je veux telle dose dans la cible. Et ensuite, en quelque sorte, la variable, c'est effectivement ce qui est mentionné, c'est un peu comme pour les médicaments, c'est la dose par séance et le nombre de séances. Mais le principe même, c'était dose homogène dans le volume, ou à peu près homogène, la dose par séance, le nombre de séances. Et là, tout d'un coup, 2 nouveaux éléments viennent d'apparaître. Il y en a un donc, qui avait été trouvé par un radiobiologiste de l'Institut Curie il y a 8 ans déjà, qui sont les mini-faisceaux et l'irradiation flash. L'irradiation flash, c'est je donne exactement la même dose par fraction. Sauf que au lieu de donner les grès à un débit moyen, c'est en général quelques grès minutes, je le donne à un débit considérable, c'est-à-dire quelques dizaines, voire centaines de grès par seconde. Mais c'est toujours la même dose. Et les gens se sont aperçus qu'en fait, en changeant la manière dont je délivre la dose, encore une fois à dose égale, les tissus sains sont mieux protégés. Donc, c'était des expériences qui ont été faites notamment sur des souris. On irradie les poumons, même dose, débit moyen, débit flash, j'ai moins de fibrose pulmonaire. Et donc, forcément, on se dit, je vais pouvoir protéger les tissus sains. La tumeur, on calcule le coût pour qu'elle prenne exactement le même effet, mais les tissus sains qui sont traversés par les rayonnements avant, ils vont être protégés. Deuxième élément, les mini-faisceaux. Alors, l'idée vient de loin, elle a presque un siècle, c'était utilisé avec le cobalt, mais elle a été réutilisée récemment, notamment avec des mini-faisceaux. Quand on parle de mini-faisceaux ici, c'est des faisceaux d'1 millimètre. Deuxième paradigme, au lieu de donner une dose homogène dans mon volume cible, au lieu que mon faisceau, ce soit une espèce de grand pinceau homogène, ça va être comme un peigne de mini-faisceaux. Les mini-faisceaux, ça fait à peu près un demi à 1 millimètre. Et sur le parcours, c'est ce que vous voyez ici. Sur le faisceau, vous voyez les différents mini-faisceaux. Alors ensuite, ils diffusent, ils s'étalent un peu, ce qui fait que le volume, il reçoit à peu près la même dose. Donc la dose du volume est la même, sauf que le tissu sain avant, il va avoir cette espèce de peigne. Alors on se dit que ça va faire un peu bizarre. Découverte radiobiologique, en fait, ça protège aussi les tissus sains, c'est-à-dire qu'ils tolèrent mieux cette dose-là. Donc on se dit, l'un plus l'autre, je vais encore plus pouvoir monter la dose dans la tumeur et avec une meilleure tolérance de mes tissus sains. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Toutes les semaines, il y a des manips de radiobiologie qui sont faites à Orsay, soit en flash, soit en mini-beam. On étudie dans tout un tas de considérations. Pour tout vous dire, on ne maîtrise pas le sujet, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a un effet flash. On en est à préparer les essais cliniques qui vont venir dans environ 2 ans, 3 ans, etc. Il y a d'autres équipes, mais on est vraiment à l'état de l'art en train d'essayer de... On a découvert un effet, maintenant l'objectif c'est d'arriver à pouvoir l'utiliser pour en faire des protocoles thérapeutiques. La conséquence de ça, c'est ce tableau. Avant, toute la radiothérapie se résumait ici, c'est-à-dire dose avec un débit moyen. Vous voyez, modulation, c'était ici. 3D CRT, le conformationnel, le VMAT, l'IMRT.
Et tout d'un coup, au lieu d'avoir un seul point, on se retrouve avec une image 2D, c'est-à-dire la modulation, ce qui fait les mini-beams, les micro-beams, et tout d'un coup, un débit de dose qui n'est plus débit classique, mais le flash. Donc on passe de un point à 2 dimensions, et on est en train de réfléchir aux différentes modalités pour le faire. Deuxième révolution, je crois que je suis à non, c'est ça, j'y suis. Troisième révolution, mieux modéliser grâce à l'intelligence artificielle et la puissance de calcul. Alors je reviendrai sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la physique, c'est des mathématiques et de l'informatique. C'est pour ça que j'ai élargi un peu le débat dès le début. Alors on se disait, là j'ai modélisé ma dose physique. Alain a très justement mentionné, je modélise aussi la radiobiologie, mais en fait on peut aller un tout petit peu plus loin. La problématique depuis longtemps, c'est ça, c'est le problème du multi-échelle. J'ai un problème cellulaire, et ensuite j'ai un problème tissulaire. Les radiobiologistes étudient à l'échelle de la cellule les dégâts sur l'ADN, alors c'est très sympathique, mais en l'occurrence, quand il y a un patient, quel est son effet, quel est l'effet sur l'organe, quel est l'effet sur la tumeur qui est composée de milliards de cellules. Et en fait, il y avait un problème de puissance de calcul de multimodèles. Donc aujourd'hui, une des questions qui est faite, c'est de combiner ce qu'on appelle tout ce qui est les omics, protéomiques, génomiques, l'analyse du code génétique, etc., les nouveaux modèles physiques qui sont ici. Ça, c'est pour avoir une meilleure distribution de la dose physique. Et évidemment, les nouvelles imageries dont on a parlé, pour pouvoir avoir une meilleure modélisation à l'échelle et aller vers cette modélisation multi-échelle. Et je rajoute 3 éléments. Alors, je n'ai pas voulu ouvrir ces boîtes de Pandore. L'hyperthermie, c'est des traitements combinés, radiothérapie avec chauffer les tumeurs. C'est de la physique, c'est la modélisation de la chaleur, c'est de la thermodynamique. Eh bien, si je veux faire de l'hyperthermie et de la radiothérapie, il faut que d'un point de vue physique médical, je sois capable de modéliser un effet thermique avec un effet de physique des rayonnements ionisants. Deuxième élément, les nanoparticules. Alors, c'est un sujet récurrent de dire je vais mettre des nanoparticules comme élément radiosensibilisant de la tumeur. Troisième élément qui a déjà été mentionné, d'accord, je fais des chimios, des immunos, comment je calcule l'effet biologique combiné? C'est encore une question de modélisation, et ça, c'est vraiment l'interaction entre physiciens et biologistes pour pouvoir un peu comprendre tout ça. En résumé, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce qu'en fait, ce qu'on étudie, c'est quand même très compliqué. Ça, c'était juste pour vous dire, on ne va pas prendre toutes les cases, c'est juste pour vous dire que quand on discute physical dose, c'est ce petit point-là, RBE, c'est l'effet biologique, et en fait, quand on étudie dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose, c'est un combat qui est quand même très compliqué, on est obligé d'attaquer toutes les cases à la fois. Alors, si on en arrive au dernier point, les nouvelles révolutions, l'apport de l'intelligence artificielle. Encore une fois, ce n'est pas de la physique, mais nous retrouvons notre image du départ. C'est ça. Et à un moment donné, avec l'amélioration des techniques et surtout l'augmentation de la puissance de calcul, parce que c'est ça la base du truc, il s'est passé en médecine ce qui s'est passé il y a quelques années pour les images satellites. Comment savoir si les forêts souffrent de sécheresse, si les cultures, Toulouse, qui est un peu, comme vous le savez, un peu la capitale aéronautique et espace, il y avait beaucoup de laboratoires qui travaillaient sur l'analyse des images satellites, la température des océans, etc. C'était les mêmes techniques. Et alors, j'applique ça à des images médicales. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces images et je ne me contente pas de voir du blanc sur fond gris. J'analyse l'image elle-même, j'analyse la texture de l'image, je regarde le nombre de voxels gris, je regarde si un voxel gris a des voxels blancs autour de lui. Je fais des analyses, comme on dit, de texture d'image, d'intensité. Et ensuite, je fabrique mes réseaux de neurones. Alors, c'est ça le truc un peu innovant, c'est des espèces de structures dans lesquelles on met des fonctions de coût, c'est très mathématique. Et je vais essayer de corréler ce que je connais ensuite de l'évolution de cette image et de ces patients-là pour essayer de faire des classifications. Tiens, comme par hasard, les patients qui ont tel type de texture d'image et qui ont été irradiés de cette façon, ils ont eu tel type de complications. Vous voyez comment on est passé de l'image à l'interprétation de l'image et ensuite à la classification avec un autre élément qui est l'auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, les nouveaux réseaux de neurones, etc., on les a nourris, on leur a appris à fonctionner, mais maintenant, ils sont capables d'auto-apprendre à partir des informations nouvelles qu'on leur donne. Alors évidemment, c'est un peu effrayant, mais c'est un autre débat. Et alors, je voudrais juste vous présenter cet élément qui est très intéressant. Ça, c'était une petite compétition internationale. Alors, c'est un labo de Curie, c'est d'une personne que je connais depuis très longtemps, qui est formidable, qui s'appelle Irène Buvat, qui dirige un labo d'imagerie. Alors, il y avait une compétition internationale au Mickey 2022 qu'elle a gagnée.
entre des dizaines de labos dans le monde. 524 patients, blind test, on leur donne des informations et on leur dit qu'est-ce que ces patients vont devenir. Et selon quels critères vous avez dit quel allait être le suivi de ces patients. Bien entendu, ces patients, ils ont eu une histoire, et l'objectif était de corréler ce qui était prévu avec ce qui est arrivé. En l'occurrence, elle a fini première, son équipe, analyse des données par réseau de neurones, intégration des données de vie réelle du patient, tabagisme, est-ce qu'il fait du sport, il ne fait pas du sport, son âge, etc., avec donc justement un joli taux de réponse sur les risques de rechute de ces patients et le comportement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est si vous regardez un peu les paramètres. Alors ça, cette courbe-là, c'est quels sont les paramètres qui sont ressortis significatifs et quels sont les paramètres qui finalement n'étaient pas significatifs. Et donc, on en est aujourd'hui à pouvoir se dire, si j'intègre l'ensemble des paramètres, les prises de sang, tout ce que vous voulez, je suis capable d'avoir déjà une petite anticipation de comment ça va se passer, et ça permet d'adapter le traitement. Alors, si on termine l'apport de lien en radiothérapie, il y a 3 choses. L'imagerie augmentée, c'est-à-dire que ça permet de voir dans l'image plus que ce qu'un œil humain voyait. C'est juste un problème de taille de data. Notre cerveau n'arrive pas à traiter toute cette quantité de données. Il y a des systèmes automatiques qui le font à notre place. Ça arrive à un autre point qui est l'interprétation assistée. Moi je pense que voilà, c'est la compétition du Mikai. Les informations additionnelles, c'est-à-dire que ça rajoute des informations qu'on n'a pas par corrélation. Et ensuite, surtout, une intégration accélérée de ces données. C'est-à-dire l'objectif, c'est d'automatiser le processus. Et alors, j'en arrive à l'étape d'après. Rappelez-vous ce que je vous ai présenté, puisque c'était le cahier des charges, de dire en 2010, 2020, aujourd'hui, c'est quoi l'étape? C'est 2 semaines pour faire un plan de traitement. Et ça, c'est le directeur de la société Varian, qui est quand même le numéro 1 de la radiothérapie. Son gros dada, c'est le tout challenge. Donc, son dada, c'est de 2 semaines à 2 heures. Donc, bonjour, voilà, on vous fait l'imagerie. Alors, personnellement, je trouve que c'est trop exagéré. Le tout de 2 semaines à 2 jours, ce serait pas mal, parce que je ne suis pas sûr déjà que le patient il soit content de dire dans 2 heures, je vous fais votre traitement. Enfin, c'est un peu. Et puis d'autre part, il faut quand même, il ne faut pas croire que ça ne se monte pas comme une voiture non plus. Mais enfin, en l'occurrence, l'objectif, c'est qu'on puisse automatiser l'ensemble de ces étapes dont on parle, c'est-à-dire la segmentation automatique, la fabrication automatique d'images, même manquantes, la planification automatique. Nous n'en sommes pas très loin. C'est-à-dire que dans l'échelle 3-5 ans, je pense que 80% des dossiers seront planifiés automatiquement et évidemment selon le meilleur plan de traitement. C'est-à-dire un humain ne ferait pas mieux. Et un autre élément dont j'avais mentionné, c'est tout ce qui est la vérification automatique de la qualité, c'est-à-dire est-ce que la machine fonctionne bien. On en est aujourd'hui à faire ce qui se passe aujourd'hui dans les satellites, c'est-à-dire que la machine, les systèmes s'autocontrôlent. Ils vont pouvoir dire non, mais je suis prêt à traiter, tout va bien, etc., plutôt que ce soit des humains qui, le soir, après les traitements, de 20h à 22h, parce que c'est ça la réalité, mécaniquement, mesurent un certain nombre de choses de manière tout à fait inefficace. 2 semaines à 2 heures, je pense que c'est possible. 2 semaines à 2 jours, je pense que ce serait déjà pas mal. Et je pense que dans 3-5 ans, si on se revoit pour en reparler, je pense que ce sera devenu une réalité. Alors, en synthèse, effectivement, on parlait de projets scientifiques, technologiques qui continuent. Ça s'est accéléré, ça continue toujours et ça s'applique aux différentes étapes du processus. Il faut toujours avoir en tête ce processus. La partie imagerie, la partie modélisation, puisque, encore une fois, c'est le cœur du système, et la délivrance de doses et l'adaptation. Clairement, l'intelligence artificielle, qui pour le coup n'est pas de la physique médicale, mais ça me semblait incontournable, ça bouleverse l'intégralité, la radiologie, enfin l'intégralité du domaine. Ça permet de repérer, ça permet de mieux modéliser, ça permet d'automatiser la production, etc. Et ça permettra surtout, parce qu'encore une fois, c'est une histoire de puissance de calcul, de combiner l'ensemble des informations techniques. Là, on est aujourd'hui sur une partie de traitement de données massives, c'est le principal point. Et ensuite, bien entendu, on parle de cette automatisation et donc une prise en charge beaucoup plus rapide. Encore une fois, dans le traitement du cancer, souvent le temps, le facteur temps, c'est un peu l'ennemi. C'est comme pour les pompiers, plus on attend, moins ça se passe bien. Donc c'est important de pouvoir avoir cette réactivité et surtout de ne pas être ralenti dans son processus. Je voulais terminer par une dernière diapo. Je vous ai parlé beaucoup de technologie. Et alors, j'aime pas être prisonnier de la technologie. La technologie devant être plutôt au service de l'homme que l'inverse. Et pour tous ceux qui travaillent dans la radiothérapie, depuis des années, on nous dit toujours les progrès technologiques. Et souvent, dans les présentations que je fais, pour nous tous, c'est un peu les temps modernes.
voyez le film de Chaplin. Alors, c'est des outils perfectionnés, mais c'est quand même un peu les temps modernes. On a l'impression que la technologie nous a contraints plutôt que l'inverse. Et l'homme dans tout cela, je l'ai divisé en deux parties. Les professionnels, il est sûr que tout ce que je vous ai parlé, tout ce dont je vous ai parlé en termes de révolution, ça va entraîner une révolution des métiers. Dans 5 ans, 80% de ce qu'on fait, on ne le fera plus, ce sera automatisé. Alors que ferons-nous ? La deuxième chose, c'est que de plus en plus, ça va devenir complexe. Et comme ça devient complexe et automatisé, ça va nous échapper. Et donc, il y a une nécessité de sécurité, de vérification, de tests, et de ne pas faire une confiance aveugle dans ces éléments-là. Et le dernier point, je pense que c'était le fil rouge de ma présentation, il y a un nécessaire élargissement des compétences à l'hôpital, et pas uniquement la physique médicale du rayonnement. On parle de radiothérapie, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, et peut-être plus de temps pour le patient, si on sort des temps modernes technologiques. Et pour les patients, moi, j'aurais dit 4 choses. La personnalisation. La conséquence de tout ça, c'est que c'est des traitements hyper adaptés, hyper personnalisés. Clairement, c'est plus efficace. Il faut voir aujourd'hui qu'on parle beaucoup de réirradiation. Les réirradiations, c'est rendu possible par tous ces progrès-là. Voilà. Des traitements plus courts. Et je pense que les traitements plus courts en préparation et en délivrance. Et ensuite, quand même, il faut faire attention à l'effet boîte noire. Donc, c'est important la pédagogie. Et de ne pas se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, il y a des boutons partout, etc. Il y a beaucoup de choses à dire ça. Et donc, vous remarquez que je terminais par les 2 mêmes phrases. Est-ce que chacun, l'un et l'autre, nous aurons plus de temps l'un pour l'autre? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre 2 questions naïves? Je ne sais pas si c'est là. Qu'est-ce que c'est le gamma knife et qu'est-ce que c'est que la radiofréquence? Alors le gamma knife, le gamma knife, c'est de la... On en entend beaucoup parler, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors le gamma knife, c'est l'équivalent d'un accélérateur. D'abord, c'est un appareil de cobalt. C'est l'appareil de cobalt des années 70-80. La différence, c'est qu'au lieu que ce soit une source de cobalt qui tourne autour de patients, c'est une espèce de casque de coiffeur, en quelque sorte, géant, avec des centaines de sources qui sont positionnées autour et qui convergent vers la zone à traiter. Donc c'est essentiellement, quasi exclusivement pour des localisations intracrâniennes, soit bénignes, névralgie du trou jumeau, soit des métastases, le plus souvent. Et donc, c'est des micro-sources qui convergent. Et de toute façon, c'est un peu la technique. Alors, le gamma knife, c'est une technique. Voilà, c'est un appareil. Il y a plein d'autres appareils qui peuvent permettre de faire ça. Dans le cas du cerveau, l'objectif, c'est de vraiment minimiser la dose dans le cerveau, qui est quand même une zone sensible qui entoure les lésions à traiter. Donc, l'objectif, c'est de faire converger des centaines de faisceaux au même endroit. C'est la multiplication des faisceaux, voilà. C'est une des techniques. Alors la radiofréquence, c'est tout à fait autre chose. Pour le coup, c'est une application de tout ce qui est les ultrasons. Donc ce sont plutôt des ondes soniques. Échographie, c'est la mesure, et radiofréquence, c'est le traitement. Donc ce sont des ondes qui provoquent un effet mécanique pour la destruction, par exemple, des tumeurs. Alors ça vaut pour le foie, la prostate, etc. Merci beaucoup. Autre question? Oui, bonjour. Je ne sais pas si je vais poser une question déplacée parce que n'hésitez pas. Et donc, il a la radiofréquence et maintenant, ça s'applique beaucoup. Mais il y a d'autres, les chirurgiens, qui préfèrent enlever. Par exemple, la radiofréquence se fait dans les poumons et dans les foies, si j'ai bien compris. Mais quel est l'avantage? Parce que quand j'ai vu l'avis d'un chirurgien, il disait que c'est beaucoup mieux d'enlever que faire une radiofréquence. C'est des positions. Alors, ce n'est pas du tout une question. C'est pas du tout une question naïve, c'est une question sensible. Alors, je vais commencer par une ellipse. Alors, peut-être, je ne suis pas le mieux placé parmi les orateurs pour en parler, mais le principe même des réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est l'objectif que l'ensemble des corps de métiers médicaux se rassemblent pour essayer de définir la meilleure thérapeutique pour le patient. C'est-à-dire que l'intérêt, ce n'est pas qu'un seul corps de métier, vu de sa lorgnette, se disent que les siens sont meilleurs d'abord et que les autres, c'est après. Ce que vous décrivez, c'est un chirurgien qui dit moi, je suis chirurgien, j'ai toujours fait de la chirurgie, et donc ce que je fais chez moi, c'est le boulanger qui dit c'est mon pain qui est le meilleur. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais illustrer par rapport à ça, c'est que c'est important d'avoir la connaissance de l'intégralité de l'arsenal
et ensuite que l'ensemble des personnes impliquées, on parle de chimiothérapeutes, radiologues, chirurgiens, etc., oncologues, puissent s'asseoir autour de la table en ayant l'arsenal à disposition et se dire « Ok, pour ce patient-là, spécifiquement, quelle est la meilleure technique ?» Donc je ne vous répondrai pas en me disant « ça c'est meilleur que ça » ou « ça c'est meilleur que ça dépend exactement de la localisation. La radiothérapie, elle a un inconvénient. D'abord, c'est un processus un peu lourd. L'autre, c'est que les tissus sains se font irradier. Son principal avantage, c'est que c'est quand même, pour les traitements de radiothérapie externe, il n'y a aucune mutilation mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, on traite une tumeur profonde sans être obligé d'opérer avec des complications, etc. Et donc, en fait, en fonction de comment ça se situe, est-ce que c'est infiltrant, pas infiltrant, c'est métastatique, pas métastatique, eh bien, le bénéfice-risque ne va pas être le même en fonction d'eux. Voilà. Je n'ai pas répondu en disant c'est ça mieux que ça. Je pense qu'il faut se dire que ça dépend vraiment de ce qu'on utilise. Une autre question? Oui. Merci pour votre exposé qui était brillant, très intéressant et qui est plein d'espoir. Ma question, ça sera en deux temps. Aujourd'hui, quel est le niveau de toxicité avec les techniques que nous appliquons aujourd'hui? Et par rapport à ce que nous avez dit, demain, est-ce qu'on peut arriver à zéro toxicité de la radiothérapie? Alors, je vais répondre à votre première question. Le premier, c'est que le terme que j'ai utilisé avant, c'est le bon terme, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire que la toxicité zéro, toxicité zéro, quand on parle de toxicité, il faut déjà voir de quoi on parle. C'est-à-dire, à partir du moment où j'irradie et que je traverse un tissu sain, le tissu sain, il reçoit son rayonnement et donc il se fait irradier aussi, le tissu sain, sur le parcours. Ce qui est important, c'est les conséquences cliniques de cette irradiation. Après tout, c'est comme, pour vous donner un exemple plus simple, puisqu'au fond, c'est une forme de radiothérapie. Quand vous prenez un coup de soleil, c'est aussi une des conséquences de la radiothérapie. Vous avez votre coup de soleil, et puis après, ça disparaît. Vous ne voyez pas de séquelles, ni sur le court terme, ni sur le long terme. On va dire que c'est une complication acceptable, dans une certaine mesure. Donc, l'objectif, toujours, c'est l'évaluation du bénéfice-risque, c'est-à-dire par rapport à la situation clinique du patient, qu'est-ce que je vais prendre comme risque de complication pour avoir un effet curatif? Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Encore une fois, je ne suis pas radiothérapeute là-dedans, mais je pense que c'est le cœur du métier de pouvoir se dire, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de trouver la combinaison technique qui fait que le choix soit le moins difficile. Donc en gros, l'objectif de ces progrès, c'est effectivement de favoriser le compromis. Quand on parle de techniques plus précises, typiquement, quand on positionne un patient, il y a une marge, le patient il n'est pas immobile, on ne traite pas un cube. Et donc, on prend une petite marge pour être sûr qu'on ne va pas rater la tumeur. Mais des fois, cette marge, si votre tumeur est à côté de votre organe à risque, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que si vous tapez à côté, vous allez taper dans votre organe à risque. Donc on est obligé, si on peut trouver des techniques d'imagerie qui permettent de diminuer cette incertitude, le choix il est plus facile à faire. C'est, par exemple, toutes les techniques, par exemple, on essaie d'avoir une meilleure contention, une imagerie temps réel pour être sûr qu'on vise ce qu'il faut. Ça c'est pour... Donc forcément, complication, c'est toujours un compromis un peu délicat par situation. Est-ce qu'avec les nouvelles techniques, on peut arriver à complication zéro ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Sa complication zéro, ça voudrait dire que vous donnez absolument toute la dose là où il faut et absolument rien à côté. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut bien que vos rayonnements y pénètrent. Et donc, de toute façon, les tissus ils vont être irradiés. Donc, irradiation des tissus sains zéro, c'est difficile. Le seul cas comme ça, c'est la curithérapie où on implante des sources dans la tumeur. Là, pour le coup, il n'y a une irradiation qu'autour des sources radioactives qu'on implante. Mais déjà, c'est une procédure assez lourde. Et ensuite, ça ne peut pas s'appliquer pour toutes les tumeurs. Et ensuite, le deuxième truc que je dirais, c'est qu'il y a pas mal de tumeurs qui sont infiltrantes. C'est-à-dire qu'en gros, la frontière entre la tumeur et le tissu sain avoisinant, elle n'est pas aussi claire que ça.
je ne sais pas pour introduire la présentation suivante, mais c'est parmi les problématiques. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas juste on s'arrête, ça c'est de la tumeur et ça n'est plus. Et donc, forcément, à un moment donné, quand on doit avoir une dose dans des zones un peu délicates, il peut y avoir un risque de complication. Donc, complications 0, je ne sais pas, mais en tout cas de réduire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements sur lesquels les taux de complications sont quasi nuls, ou en tout cas, c'est des complications très faibles.